Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission proposée par vos chaînes bretonnes avec les notaires bretons et qui chaque mois se penche et décrypte un sujet qui vous concerne. On va parler ce mois-ci de bien vieillir, car si vieillir est inéluctable, eh bien le faire en bonne santé et en ayant anticipé au maximum n'est pas une évidence. Comment pallier la baisse de revenus, comment maintenir du lien social ou garder un corps actif, comment aussi mettre ses affaires en ordre, eh bien sont autant de questions que nous allons explorer avec nos deux invités. Anne-Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Lesneven et en face de vous, nous avons Hélène Kerdeluet. Bonjour. Bonjour. Coordinatrice de l'association pour bien vieillir Bretagne et responsable du pôle action collective de prévention à la CARSAT Bretagne, la caisse de retraite. Alors, je le disais, on va parler de bien vieillir dans cette émission. Quel sens ça revêt pour vous, Hélène Kerdeluet ? Alors pour nous, on aime bien parler en fait de bien vivre plutôt que bien vieillir, et notamment donc bien vivre en autonomie, en bonne santé, le plus longtemps possible dans son domicile. Donc pour nous, c'est la définition du bien vieillir. Voilà, quelques prérequis. Merci beaucoup. Anne-Albert, on imagine que vos clients, quand ils rentrent dans vos études, ils ne vous disent pas « Maître Albert, comment est-ce que je fais pour bien vieillir ?» Cette question-là, comment est-ce qu'elle est et quand est-ce qu'elle est abordée en fait, dans vos études notariales ? Alors, elle est abordée à différents moments. Ça peut être un petit peu plus, on va dire, vers la cinquantaine. On a fini de payer sa résidence principale. On voudrait peut-être investir dans l'immobilier. Ou alors, on est proche de la retraite et on se dit, est-ce que ma maison est toujours adaptée ou n'est plus adaptée ? On peut envisager de changer d'habitat ou d'avoir du financement pour adapter son habitat, en fait, à sa vieillesse. Oui, c'est là que cette question est abordée. Alors, quand on va aussi parler d'anticiper dans cette émission, on entend parfois parler de l'âge de 40 ans pour commencer à réfléchir à ces vieux jours, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt, Anne-Albert ? Je trouve que c'est un petit peu tôt aussi. Souvent, on n'a pas fini ses investissements. Les enfants peuvent être encore à la maison puisqu'on les a quand même plus tard aujourd'hui. On fait des études, donc la vie est un peu... Donc je pense que c'est plutôt vers 50-55 ans qu'on commence à se poser la question éventuellement d'investir ou de prévoir sa retraite. Hélène Kerdeluet, sur cette question de l'anticipation, est-ce que pour les CARSAT ou pour l'association Bien Vieillir Bretagne, il y a un âge un peu... Alors bien vieillir, ça s'anticipe. C'est effectivement aussi tout au long de sa vie pour préserver un bon capital santé. Mais c'est vrai qu'il y a un moment phare quand même, c'est le passage à la retraite. Donc qui est quand même un moment qui peut être déstabilisant. Et c'est vraiment le moment idéal aussi pour justement penser comment préserver du coup sa santé, comment anticiper du coup et de manière à avoir une retraite donc en bonne santé et à domicile. Donc peut-être la soixantaine. La soixantaine, voilà. Donc, tous nos ateliers de prévention et toutes nos actions de prévention sont à partir effectivement sont proposées donc à partir de 60 ans. De cet âge de 60 ans. Justement, vous parliez d'ateliers. On va voir tout de suite un reportage sur une série d'ateliers proposés donc à Rennes par l'association Bien Vieillir Bretagne. Son nom est explicite. Bienvenue à la retraite. Objectif, mieux préparer ce passage important de la vie. Vous l'avez dit, regardez. Que faire de son temps libre ? Comment rester actif ? Savoir parfois refuser les sollicitations. Le passage à la retraite soulève de nombreuses questions. Et c'est pour tenter d'y répondre que l'entreprise Jubilise accompagne ses futurs ou tout jeunes retraités. Le lien qui vous manque le premier quand vous quittez le boulot, c'est le lien social. Et un des bienfaits, c'est que comme vous côtoyez du monde, c'est bon pour les interactions. Est-ce que je vais aller dans des associations ? Est-ce que je vais aller dans certaines organisations qui font sens pour moi ? Solidarité internationale, formation, emploi, insertion économique, organisation politique, syndicale, religieuse, engagement municipal. Il y a tellement de choses à faire. Tous les sujets sont abordés. Rapport au travail, lien social, rôle d'aidant. Et les intervenants se succèdent, comme Bénénova, un site rennais qui propose des missions de bénévolat ponctuelles. Une approche complète, basée avant tout sur l'échange. On nous donne des conseils pour bien vivre sa retraite, on échange les astuces avec d'autres personnes qui disent « Ah bah tiens, moi je fais ça » ou « Moi j'ai pu mettre ça en application » et c'est intéressant et de partager des savoir-faire et des expériences. Dans la tête, j'avais préparé, ça fait un an. Donc je l'avais préparé un an avant. Et si bien qu'à ce niveau-là, ça se passe beaucoup mieux quand on arrive, disons, à l'échéance. Car bien anticiper peut permettre d'éviter le blues qui touche un retraité sur 5.
Ce passage si particulier conditionne souvent les risques liés à la vieillesse. C'est une des rares fois dans la vie où on peut se poser justement sur cette transition, on peut se poser sur ce moment de vie et on peut enfin faire ce qu'on veut quand on veut. Le tout, c'est de savoir en fait où trouver l'information et de savoir exactement ce qui nous plaît. Et c'est dans ces transitions de vie là qu'on va reprendre des nouvelles habitudes. Et parfois, si elles sont mauvaises, ces habitudes, ça peut avoir un impact sur le beaucoup plus long terme. On voit que l'isolement social des personnes âgées tire une de ses sources d'un passage à la retraite qui est mal géré. Envisager sa retraite de manière active, c'est ainsi prévenir ses risques et mettre toutes les chances de son côté. Voilà, une préparation psychologique, une préparation organisationnelle aussi. Hélène Cardeluet, c'est quoi la préoccupation numéro 1 des seniors que vous rencontrez à la CARSAT dans le cadre de l'association pour bien vieillir? Alors en fait, la première préoccupation, c'est la perte de lien social. Donc ah oui, c'est vrai que partir vraiment. à la retraite, on l'a vu justement dans le reportage, partir à la retraite, c'est quitter ses collègues. Et donc ce qui est important justement, la première préoccupation, c'est le lien social, c'est lutter contre l'isolement et que les personnes restent en contact justement par l'intermédiaire d'associations ou d'autres dispositifs, mais c'est vraiment le point le plus important. C'est un peu la priorité sur laquelle vous mettez vos actions à l'association pour bien vieillir en Bretagne? Alors l'association effectivement propose 10 thématiques d'ateliers. On se rend compte quand on interroge les retraités que parfois, peu importe la thématique, l'important pour eux en fait c'est de rencontrer des personnes. Et notre objectif c'est d'avoir justement des ateliers d'une dizaine de personnes. On ne veut pas des groupes plus gros parce que l'important c'est que les personnes échangent, se connaissent et rencontrent justement des personnes qui résident à une dizaine, quinzaine de kilomètres de leur domicile et puissent revoir les personnes à l'issue des ateliers. Vous parliez de vieillir aussi en bonne santé. Il y a des ateliers sur ces thématiques précises aussi. Alors c'est tout à fait le type de nos ateliers en fait. Donc on a des ateliers qui vont aborder la mémoire par exemple, des ateliers sur l'équilibre pour la prévention des chutes, des ateliers sur l'activité physique, mais aussi sur le numérique. On voit bien que de plus en plus, voilà, il y a beaucoup de services publics, d'aides en ligne, etc. au niveau numérique. Donc voilà, ce sont quelques exemples d'ateliers que nous proposons. Est-ce qu'ils s'adaptent aussi en fonction de l'âge? Là, on l'a vu, c'est quand même des jeunes retraités. Est-ce que ces ateliers s'adaptent aussi en fonction de l'âge des personnes qui vont y assister? Oui, complètement. Donc effectivement, comme on l'a vu, l'atelier Bienvenue à la retraite, c'est vraiment pour les jeunes retraités. Après, les autres ateliers que j'évoquais, on est plutôt sur des personnes de 70 ans, 75 ans, avec à chaque fois des conseils de prévention que les personnes peuvent reproduire après à leur domicile. Avec cette idée que ces ateliers sont gratuits et accessibles à tous en fait. Tout à fait. Donc tous ces ateliers sont financés par les caisses de retraite, voilà, qui ont formé une association. Nous mettons nos fonds en commun, donc nous finançons ces ateliers, mais par contre c'est gratuit pour tous les retraités, quel que soit le régime de retraite. Anne-Albert, votre constat à vous dans vos études notariales, c'est quoi autour de la préoccupation des retraités? Est-ce que c'est la question d'avoir un complément de revenu? Qu'est-ce qui vous pose comme question quand ils arrivent chez vous? Il peut y avoir la question du complément de revenu, effectivement. Comme on le disait tout à l'heure, investir dans un bien immobilier qu'on pourra éventuellement revendre pour avoir d'autres projets. S'acheter un camping-car, adapter sa maison à ses vieux jours. Ça peut aussi être d'anticiper sa retraite quand on est... J'ai pas mal de clients, ils sont à 2-3 ans de la retraite, et puis ils se disent bah, tiens, je vais m'acheter une maison parce que c'est là que je viendrai en retraite après, parce qu'il y aura aussi peut-être moins de terrain ou les services hospitaliers qui sont à côté. Enfin, c'est vrai que c'est des préoccupations qui sont très diverses en fait. Est-ce que justement ce conseil que vous dites de se pencher sur ces questions un peu immobilières, de se dire bah, si on a très anticipé, on parlait de la quarantaine, c'était un peu tôt, mais effectivement d'acheter un bien pour le mettre en location pour avoir un complément de revenu, ça c'est une chose, mais effectivement un peu plus proche de la retraite, c'est quand même un bon investissement, ou de se poser la question de l'adaptation de son logement, ça c'est un vrai sujet. Je pense, ou de son bien vivre quand on va vieillir, en fait. Peut-être si j'habite très à la campagne, peut-être me dire que je voudrais me rapprocher de la ville pour avoir des services comme les cinémas ou autres, parce que je crois que c'est vrai que le lien social, c'est une préoccupation pour tout le monde. Et après, du coup, ça oriente vers d'autres possibilités qui sont aussi les logements. On voit des gens qui veulent investir ensemble pour avoir un logement qui va être adapté avec une pièce de vie commune et des chambres un petit peu indépendantes, ou les maisons seniors, ou peut-être envisager un viager pour le complément de revenu. Enfin,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est vrai que cette notion de l'habitat partagé est quelque chose qui se démocratise, vivre à plusieurs. Donc, c'est une idée qui fait son chemin entre autonomie chez soi et puis EHPAD. Voilà, ce sont des nouvelles alternatives qui se développent pour des personnes âgées, en particulier seules. Exemple du côté de Saint-Brieuc, où un lieu original s'apprête à ouvrir ses portes. Il mêle habitat partagé donc, et hôtellerie. Visite avec Émilien Bernard. Moitié hôtel, moitié habitat partagé. C'est l'idée originale des Voisins, une toute jeune entreprise qui veut inventer l'auberge de seconde jeunesse. Visite guidée des futurs aménagements. Donc là, on est au niveau de ce qu'on veut appeler la place du village, qui sera végétalisée à terme après les travaux. Donc la partie accueil, on va avoir la cuisine de l'hôtel et enfin le restaurant dans lequel pourront aller les seniors s'ils ont envie. Les chambres d'hôtel. Et ici, c'est les petites habitations qui ont chacun 25 mètres carrés. Donc c'est des petits studios avec salon, et un espace chambre et un espace salle de bain et aussi une petite kitchenette sur place. Donc on va réaménager un peu tout ça pour avoir aussi un potager, un poulailler et un boulodrome. Mais avant les premières parties de pétanque, les Voisins organisent une semaine test avec des personnes intéressées par ce concept qui permet d'allier intimité et vie en communauté tout en bénéficiant des services de l'hôtel et d'animation comme ce cours de cuisine. J'ai déjà cuisiné moi un petit peu. Donc ça va, je ne suis pas trop dépaysé. Il y a toujours des choses à apprendre. L'atout de ce voisinage, c'est aussi l'équipe salariée. Il y a toujours du monde et c'est rassurant. C'est enfin la possibilité de créer du lien social avec les clients de tous âges. Là, c'est l'apport extérieur aussi qui m'intéresse. Pouvoir rencontrer d'autres gens, d'autres générations. On n'est pas dans un truc comme les Américains qui interdisent les enfants dans certaines... Non, mais ça existe aussi. La mutualisation permet également de maîtriser le prix des loyers, fixé entre 7 et 800 € par mois. Sur Internet, la communauté compte déjà près de 1000 membres, preuve de l'intérêt pour cette autre manière d'envisager la retraite. La vieillesse a changé, on a un regard différent, c'est plus tabou aussi. Même le mot senior doit changer, il faudrait qu'on le change comme un mot, comme les Espagnols qui appellent ça jubilación, qui veut dire jubilation. Nous, c'est un peu l'idée aussi de notre vision de la retraite, c'est de rendre des moments heureux et partagés dans notre lieu. Les premiers résidents permanents pourront s'installer en 2024 avant l'ouverture d'autres lieux sur le même modèle. Voilà le lien social aussi encore au cœur de ce reportage. Anne-Albert, cette question du logement, elle est quand même centrale quand arrive l'heure de la retraite. Vous les croisez de plus en plus, en fait, ces clients qui vous posent la question sur ces sujets. Tout à fait. Parfois, on a une maison avec 1000 m² de terrain, ça devient un peu beaucoup avec le temps. Donc, la question se pose d'alléger, un peu comme disait le reportage, aussi ses tâches et son entretien. Et le fait de ne pas être seul, ça c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que cet habitat partagé ou les maisons seniors, enfin ces possibilités qui sont offertes aujourd'hui à nos anciens, on va dire, de pouvoir ne plus être tout seul, avoir des services aussi. Et c'est vraiment très important. Et vous avez un exemple très concret J'ai une cliente qui tout dernièrement a vendu sa maison dans le bourg où je travaille pour investir dans un habitat partagé. Alors là, c'était un habitat partagé avec des gens de toute génération. Donc c'est moins évident, puisque du coup, il y a des familles avec des enfants. Et puis, elle avait un certain âge déjà. Mais bon, ça se voit aussi dans mon secteur. Il y en a une maison comme ça où il y a des gens d'un certain âge qui se sont mis ensemble avec une colocation, c'est ça, comme une colocation, voilà, tout à fait. Hélène Kerdeluet, sur cette question du logement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont proposées dans le cadre de Bien vieillir. C'est un vrai sujet central, en fait. C'est un sujet, effectivement. Donc, l'association propose des ateliers habitat. L'objectif dans ces ateliers, c'est donner justement des conseils pour aménager son logement, notamment pour éviter tout ce qui est chute. Donc, ça peut être des conseils très pratiques comme retirer les tapis, mais aussi faire des travaux dans la salle de bain pour transformer la baignoire en douche, par exemple. Donc, et puis, un certain nombre d'aides techniques aussi qui peuvent être mises en place donc, pour accompagner et permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Et là, on est dans le registre de la proposition. L'idée, c'est pas d'obliger les gens. Ça, c'est vraiment important parce que chacun vit aussi cette étape de la vie un peu à son rythme, quelque part.
Tout à fait. Dans nos ateliers, c'est vraiment que des conseils en fait. Voilà, on n'est pas dans de l'injonction. C'est vraiment donner des conseils pour des trucs et astuces vraiment tout simples que les personnes vont pouvoir reproduire après chez elles. Je voulais vous donner un chiffre. En Bretagne, d'ici 2070, c'est pas demain, mais c'est quand même dans pas très longtemps, un habitant sur 3 Bretons aura au moins 65 ans. Alors 65 ans, ça reste jeune encore, mais aujourd'hui, on parle beaucoup du 4e âge, qui est un moment qui peut être plus délicat, où il faut vraiment anticiper une potentielle dépendance. Et Anne-Albert, peut-être là, il y a quelques conseils des notaires avec des outils très pratiques qu'on peut mettre en place pour anticiper cette dépendance, en fait. Oui, il y a notamment le mandat de protection future, qui est donc un mandat comme une procuration qu'on va donner à un de ses enfants éventuellement, ou à une personne de confiance, et qui ne s'ouvrira qu'à partir du moment où la personne n'a plus ses capacités. D'accord. Donc ça, de manière très pratico-pratique, comment on y souscrit? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On doit aller signer un acte qui s'appelle le mandat de protection future chez son notaire, et le jour où on en a besoin, c'est une incapacité physique ou intellectuelle qui sera reconnue donc, par un médecin qui est indiqué sur des listes bien spécifiques. Oui, du tribunal, c'est voilà, pas n'importe qui pour éviter, effectivement... Et donc la personne se présente avec le mandat de protection future, enfin le mandataire bien sûr, et ce fameux certificat médical, et le greffier donc, va ouvrir ce mandat qui donne pouvoir à une personne qu'on aura choisie. Qui peut être ses enfants, mais pas que, si jamais on n'a pas d'enfants. Oui, ça peut être une personne de confiance, il n'y a pas de souci. Parce qu'on s'aperçoit quand même que les gens vieillissants aussi aujourd'hui deviennent un peu perdus avec tous les papiers. Vous en parliez un petit peu de l'aide au numérique, mais aujourd'hui il y a tellement d'informatique que si on n'a pas sa famille à côté ou autre, c'est compliqué. Donc on peut avoir envie de déléguer tous ses pouvoirs, tous ses papiers ou autres à quelqu'un. Est-ce que c'est un acte qui est gravé dans le marbre? On peut le modifier à un moment si on choisit de changer de mandataire, tant qu'on a toujours toute sa tête. Ça, c'est possible. C'est ça. On ne peut changer que si on a toute sa tête. Oui, on peut en fait considérer qu'on n'a plus à s'en servir. J'ai eu un accident, je ne peux plus du tout écrire, donc le mandat pourrait être ouvert, mais forcément, on peut après dire j'ai retrouvé ma capacité, donc je peux de nouveau me reprendre toutes mes armes pour gérer tout seul. Et ça peut éviter des mesures plus contraignantes de tutelle ou de curatelle, tout simplement. Donc intéressant en tout cas de s'y pencher. Et le choix du mandataire. Oui, bien évidemment. Merci à toutes les deux. On va faire une petite pause dans cette émission. On va accueillir tout de suite Maître Vincent Lemay qui va venir pour sa chronique actu de ce mois-ci. Vincent Lemay, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors on va démarrer en parlant de la trêve hivernale. La trêve hivernale, ça commence le 1er novembre et puis ça finit le 31 mars chaque année. Pendant cette période, aucune procédure d'expulsion locative ne sera autorisée. Il y a pourtant des exceptions. La première, c'est une solution de relogement. Lorsque cette solution présente des conditions suffisantes, eh bien, vous pouvez reloger votre locataire. Deuxième exception, c'est l'occupant du logement, qui est installé de façon illégale et n'a pas de contrat de location. Une décision de justice pourra vous permettre de mettre votre occupant sans titre dehors. Et la troisième solution, c'est lorsque votre logement, malheureusement, fait l'objet d'un arrêté de péril et donc il n'est plus habitable en l'état. On a une deuxième info, Vincent, c'est de nouvelles obligations d'information pour l'employeur. Oui, alors depuis le 1er novembre également, l'employeur doit fournir de nouvelles informations à ses salariés. Alors ça concerne aussi bien la relation de travail que la liste des CDI à pourvoir au sein de l'entreprise. L'employeur est notamment tenu d'informer le salarié sur les fonctions du poste, les conditions de période d'essai, la rémunération, la durée de travail, le droit à la formation du salarié, la durée des congés payés, les conventions et accords collectifs applicables à ce salarié. Il y a de nouvelles procédures aussi en matière de gestion des conflits. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, pour faciliter le règlement des conflits, il y a 2 nouvelles procédures. La première s'appelle l'audience de règlement amiable. Elle a pour objectif, pour un magistrat, d'aider les 2 parties à trouver un accord dans le cadre d'un litige qui reste civil. Et puis la seconde, ça s'appelle la césure du procès. Ça vise à permettre le jugement d'une partie simplement du litige et on met donc de côté la seconde partie. Et on termine en parlant des Journées de la famille, édition 2023. Oui, alors le 18 novembre a eu lieu la Journée de la famille, qui était la 5e édition. Et donc vous pouvez consulter, si vous n'avez pas eu le bonheur d'assister à ce live, de reconsulter
cette journée sur www.journadeslafamille.fr en rubrique replay. Alors, il y avait des mini-conférences sur le droit de la famille, sur différents thèmes, je vous en donne certains. Renforcer l'héritage du conjoint survivant, comprendre ce que c'est qu'une SCI immobilière, par exemple, ou encore gérer la recomposition familiale. Merci beaucoup, Merci, Vincent Aurélie. Lemay. Vous restez avec nous. On aborde maintenant nos questions téléspectateurs. Alors, première de nos questions téléspectateurs, elle va peut-être être pour vous, Hélène Cardeluet. J'ai élevé 2 enfants. Est-ce que cela va compter pour ma retraite ? Alors effectivement, le fait d'avoir des enfants permet d'acquérir des trimestres, donc des trimestres maternité ou adoption ou des trimestres d'éducation. Donc pour plus de renseignements, j'invite vraiment à aller consulter le site internet pour l'assurance-retraite.fr pour avoir toutes les précisions concernant ces trimestres. Et sachant que quand on veut faire une demande de retraite, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance ? Alors on conseille de le faire 6 mois à l'avance et donc c'est possible maintenant de déposer sa demande de retraite en ligne, donc pareil sur le site l'assurance-retraite.fr. C'était important de le souligner. Alors, deuxième question. Je souhaite mettre en place un mandat de protection future. On en a parlé dans cette émission. À quelle date va-t-il prendre effet, Anne-Albert ? Alors, il prendra effet quand on ira l'ouvrir au tribunal, c'est-à-dire lorsque la personne est jugée incapable par un médecin donc, qui est nommé sur une liste établie auprès du tribunal. Et donc, ce médecin va rendre un certificat. La personne se présente au greffe du tribunal avec le mandat de protection future et ce certificat médical. Et le mandat peut être ouvert. Très rapidement, ce mandat, il permet quoi concrètement ? Que le mandataire gère les comptes courants de la personne qui Tout est... à fait, c'est exactement ça. Gérer les comptes courants, gérer la vie quotidienne, s'il y a besoin. Voilà. On arrive, merci beaucoup pour ces questions. On arrive tout de suite au terme de cette émission et donc je voudrais peut-être pour conclure qu'on redonne quelques éléments. On a beaucoup parlé d'ateliers, des propositions qui sont faites par l'association Bien Vieillir Bretagne. Où est-ce qu'on les retrouve, toutes ces informations ? Parce que c'est bien d'en avoir connaissance, mais il faut savoir où aller chercher et comment s'inscrire en fait. Tout à fait. Donc toutes les actions de prévention sont sur le site internet pourbienvieillirbretagne.fr. Donc sur ce site internet, on retrouve toutes les actions de prévention financées par l'association Pour Bien Vieillir Bretagne, mais aussi des actions qui sont financées par les conseils départementaux, par exemple l'agence régionale de santé. Et donc il y a la possibilité de s'inscrire en ligne donc aux ateliers ou aux actions de prévention qui sont proposées à côté de chez soi. On a parlé des difficultés de certaines personnes avec le numérique. C'est vrai que c'est pas acquis pour tous. Il y a quand même des points physiques où on peut aller trouver ces informations ? Oui, bien sûr. On a conscience, effectivement, tout le monde n'était pas à l'aise avec le numérique. Donc, on a vraiment des relais, donc les clics, les espaces autonomie santé, les CCAS, etc. Donc, toutes ces structures, effectivement, sont le relais et peuvent orienter vers les actions de prévention les plus proches de chez eux. Oui, dans les communes. Et ces ateliers, ils ne se déroulent pas que à Rennes ou dans les grandes villes, l'idée. Tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de positionner des ateliers de prévention sur toute la Bretagne et particulièrement d'aller justement au-devant des retraités qui sont les plus isolés et donc de positionner aussi des ateliers donc, dans des communes rurales. Merci Hélène Cardeluet. Pour conclure, Anne-Albert, peut-être rappeler que la porte des notaires est ouverte quand on veut venir prendre conseil sur cette question du bien vieillir. Il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés mais qui peuvent être mis en lien avec cette question de l'anticipation de ce bien vieillir. Oui, notamment la transmission de patrimoine éventuellement, les donations aux enfants, prévoir la protection de son conjoint, de se protéger soi-même, on en a parlé un petit peu. L'idée aujourd'hui qui peut être une difficulté aussi, c'est de penser à soi et le fait de s'assurer quand même des revenus pour plus tard et en même temps vouloir un petit peu transmettre à ses enfants ou anticiper que son conjoint ne soit pas mis à la porte par exemple ou autre. Donc il y a toutes ces préoccupations-là et il faut venir se renseigner et en parler. Voilà, ne pas se retrouver démuni soi-même, on l'a compris, de rester en bonne santé, de rester chez soi le plus longtemps possible. On a donné quelques clés dans cette émission. Merci à tous les trois et on se dit à très bientôt autour d'une nouvelle thématique dans Avec vous au quotidien.